Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Académie 3h18. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Cousin de la société Smash, qui est cofondateur de Smash Group. Salut Jean-Baptiste. Salut Marc, bonjour à tous, ravi d'être là ce matin. Bah, écoute, merci pour ta présence. Alors, Smash, c'est une très belle société, vous allez la découvrir. On va dire que c'est une société un peu cousine de 3h18 qui fait des choses qui vont vous parler forcément, qui met en place des services à forte valeur ajoutée. Mais je vais laisser Jean-Baptiste vous présenter tout ça. L'idée aujourd'hui, c'est de regarder comment nos équipes peuvent collaborer avec les équipes de Smash, comment le trio entre le client, Smash et 3h18, comment tout ça peut fonctionner. Ça va être très interactif. Vous allez avoir la possibilité, comme chaque fois, de nous poser des questions. Il y a deux façons de nous poser des questions. Dans le module du chat, et là, ce sont des questions visibles par tout le monde, ou dans le module questions, et là, ce sont des questions confidentielles, et on pourra y répondre soit en séance, soit éventuellement dans un deuxième temps. Vous aurez toutes les coordonnées de Jean-Baptiste qui seront envoyées dans le mail de confirmation. Vous aurez évidemment accès au replay. Et donc, on peut démarrer. C'est Super, bon, JB? merci Marc pour l'intro, merci beaucoup. Donc oui, effectivement, pour comprendre un peu d'où je parle et quel est mon point de vue, il faut peut-être comprendre un peu la boîte que je pilote avec mes associés, qui s'appelle Smash Group. Nous, on venait de la direction financière à l'époque. Moi, j'étais DAF d'un fonds d'investissement et encore avant d'entreprise dans la tech. Mes associés de directeur financier de PME et de TPE. Donc, on a créé Smash un peu, je pense, sur la même idée que Marc, c'est d'offrir à un parterre de petites boîtes des solutions opérationnelles d'une nouvelle époque pour un peu aider au quotidien des gens qui nous fascinent, à savoir des entrepreneurs et entrepreneurs, des dirigeants et dirigeantes en tout cas. Donc Smash, c'est trois métiers, la finance opérationnelle, la RH opérationnelle et le juridique opérationnel sur, comme l'a dit Marc, des postes qui sont complémentaires à ceux que vous avez vous au quotidien en tant qu'OM ou assistant. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de se parler pour aussi comprendre comment on peut à la fois vous donner quelques tips sur ce qui fonctionne pour nous et ce qui peut-être pourrait fonctionner pour vous dans le cadre de vos missions, et aussi vous donner des clés sur des techniques qu'on a pu tester et maintenant bien valider auprès de nos clients sur la partie automatisation. Donc ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est à la fois de vous donner quelques idées sur comment fluidifier votre coopération, votre collaboration avec vos clients, et finalement, ça veut dire aussi un peu fluidifier les relations que vous pourriez avoir avec nous. Il y a pas mal de gens de votre pool qui travaillent avec des clients à nous ou qui travaillent conjointement avec des gens de mon équipe. Donc, c'est aussi intéressant de voir ce qui a fonctionné, ce qui fonctionne dans la collaboration entre des gens de 3h18 et des gens de chez nous. Et puis sur la partie automatisation, nous on a une grosse thèse, mais comme Marc depuis longtemps, tech et digital, pour rendre ce métier sexy, moderne et fluide. Et donc le but aussi, c'est que je puisse vous donner un peu ce qui fonctionne bien, ce qu'on a bien aimé de nos découvertes ces derniers temps et qui, je crois, pourrait vous intéresser dans vos fonctions au quotidien. Donc les questions, j'aurais plaisir à y répondre de manière peut-être un peu délayée ou débrayée après la lecture du replay. C'est vrai. C'est vrai qu'on collabore aujourd'hui pas mal. On a pas mal de clients communs qui sont des clients typiquement pour lesquels Smash propose un DAF en temps partagé, un jour, 2 jours par semaine, ou pour faire un diagnostic. Et puis, un assistant administratif, un assistant comptable, une ADV pour du recouvrement. Et ça, ce sont des binômes qui sont très appréciés par les clients parce qu'ils ont un peu le meilleur des deux mondes, hein, j'ai envie de dire. C'est exactement ça, ouais. C'est exactement ça. Donc, sur mon premier point, la première partie qui va être comment bien travailler ensemble, finalement. Alors, ce que je vais dire peut aussi exister dans un contexte où on n'est pas présent. Mais c'est des choses qui ont vraiment fait la différence aussi dans la collaboration entre 318 et Smash. Le premier truc, je crois, le premier enjeu, alors je ne sais pas exactement quels sont vos principes sur l'ensemble des interventions que vous pouvez avoir, mais ce qui a bien marché sur les missions qu'on a en commun, c'est cette idée, notamment, c'est cette idée d'avoir une présentation de votre action, de votre périmètre
à l'équipe interne dès le début de la relation et de vraiment en fait partir du principe que vous faites partie de l'équipe au même titre que si vous étiez un CDI quelque part. Nous, ça, c'est un truc qui fonctionne bien aussi sur ce qu'on propose à nos clients. C'est-à-dire, qu'est-ce que je ferais en tant qu'office manager, en tant qu'assistant exécutif, si j'étais embauché en CDI dans la boîte? Les premiers jours, j'irai me présenter, j'irai boire des cafés, j'irai discuter avec les gens avec qui je vais travailler au quotidien, j'irai aussi me connecter aux tiers avec qui je vais travailler, donc que ce soit les experts comptables, les commissaires aux comptes, le cas échéant, peut-être des avocats, peut-être des parties administratives aussi qui sont systématiques avec la boîte. Et je crois que, en tout cas, nous, ce qui a vraiment fait la différence, c'est l'utilisation de petites capsules vidéo où la personne de chez 3h18 est venue vraiment, vu que parfois vous êtes en asynchrone ou en remote, est venue vraiment se présenter, mais au-delà d'un simple message mail ou Slack ou Teams, de faire une petite capsule vidéo. On peut en faire avec un outil qui s'appelle Loom, c'est hyper facile, pour dire voilà, bonjour, je suis Jean-Baptiste, nouvel office manager pour vous. Mon périmètre d'intervention, ça va être ça. J'ai tant de volume à peu près dans le mois, donc je suis disponible sur telle plage horaire. Vous pouvez me communiquer avec moi via tel outil. De vraiment poser de personnifier le rôle aussi et qu'on puisse vous identifier au-delà d'un simple rôle comme une personne. Généralement, on oublie un peu, vu si on travaille en remote, cet enjeu de personnifier son poste, quoi. Moi, je suis Jean-Baptiste, j'ai une tronche comme ça, j'ai une gueule comme ça, j'ai une manière de communiquer qui est particulière. Donc, n'hésitez pas à vraiment vous insérer, en tout cas, dans votre client, comme vous le feriez si vous étiez un interne. Et C'est pas mal. l'avantage, Et c'est que… puis, Jean-Baptiste, je me permets juste de t'interrompre. C'est une très bonne idée. Comment ça se met en œuvre dans ce que tu as vu? C'est-à-dire, tu fais un mail avec la capsule Loom et puis un petit mot autour, et tu l'envoies peut-être pour validation au client qui doit d'abord le valider avant de l'envoyer, ou est-ce que c'est quelque chose, tu peux prendre l'initiative de l'envoyer directement aux Ouais. personnes avec qui tu vas travailler? C'est une bonne question. Sur l'outil, pour faire la capture en elle-même, je vous dis, il y a Loom qui est gratuit jusqu'à 25 vidéos. Sinon, Ouais. il y a des petites scripts de screencast partout sur le marché. Bon, ça, c'est assez facile. Après, la méthode avec l'interne, il faut le sentir un peu. Il y a des clients qui on sent qu'ils nous laissent un peu la piste aux étoiles disponible et on y va sans forcément faire valider le truc. Et ils sont assez contents qu'on prenne finalement, qu'on s'enracine, qu'on joue le jeu de l'expérience de l'interne, donc ils sont assez ravis. Et puis si jamais on a senti en avant-vente ou dans le début de la relation que c'était un dirigeant ou une dirigeante assez contrôlant, dans ce cas-là, on préférait effectivement le faire valider avant. Mais je trouve que le support vidéo, il nous permet de sortir du texte un peu brut, du mail, etc. Donc concrètement, moi, mes équipes, je les incite à pas toujours faire valider leur manière de travailler, parce que sinon, on perd un peu aussi notre patte à nous. Et puis finalement, si on est embauché par une boîte pour travailler de manière quotidienne avec elle, c'est que globalement, on a fait le plus dur, à savoir de la convaincre. Donc moi, je suis plutôt partisan de dire, faites. Et puis si ça ne plaît pas, ou si jamais la prochaine fois, ils veulent que vous validiez avec eux, ils vous le diront. Voilà. Mais je pense que sur une petite capsule de présentation, on ne prend pas trop de risques à l'envoyer sans forcément la faire valider. Et au contraire, c'est généralement très bien reçu. C'est généralement très bien reçu. Se dire, super, c'est un prestataire externe. Très bonne idée. Très bonne idée. Mais voilà, qui change un peu de mindset, ça vous permettra de vous distinguer aussi de ce que pourraient faire des concurrents. Et c'est toujours pas mal aussi de se distinguer de ce que peuvent faire nos concurrents. Donc ça, c'est un premier enjeu, de se faire connaître pour aussi que rapidement les équipes puissent compter sur vous. Je crois que tous ensemble autour de la table, on partage un beau métier qui s'appelle celui de la fonction support. Une fonction support, nous, on prend l'image de la clé de voûte. On dit souvent la fonction support, c'est la clé de voûte d'un bâtiment. C'est assez étonnant d'attendre que le bâtiment soit construit pour après poser des clés de voûte. Mais bon, c'est rarement ce qu'on prend en photo, c'est rarement ce qui est le plus vu dans une boîte, mais pour autant, c'est hyper important et ça permet de répartir pas mal de choses, des fonctions support. Et on n'est pas là que pour les dirigeants, généralement. Sauf certains périmètres très, très contraints, mais on est aussi une fonction support pour les équipes opérationnelles. Et je crois que ça, il ne faut pas l'oublier. En tout cas, plus vous aurez cette philosophie de vous dire comment je deviens une fonction support aussi pour les équipes opérationnelles,
le plus votre travail, je crois, sera intéressant parce qu'il y aura une profondeur d'action qui sera complète. Et là, c'est entre nous parce qu'on est entre nous, mais le plus aussi, vous allez créer ce qu'on va appeler la stickiness en anglais, mais plus allez vous renseigner chez votre De client. En fait, l'adhérence. si vous devenez voilà, l'adhérence, merci Marc pour la traduction. L'adhérence chez votre client, donc d'un point de vue commercial pour vous, si vous souhaitez rester le maximum de temps chez le client et vous développer en termes de volume, c'est vrai que d'aller aussi se mettre à dispo des équipes métiers, c'est de bon ton, quoi, parce que vous allez vous rendre indispensable à pas mal d'endroits. Donc, cette communication, elle est aussi utile pour ça. Il faut se faire connaître de l'ensemble et que les dirigeants, à la fin de quelques mois de mission, pourront se dire « Ah ben c'est super, 3h18, parce que nos équipes nous disent que c'est super, parce que vous les aidez au quotidien, donc ça c'est trop bien, elles sont contentes, et nous, en tant que dirigeants, on est contents aussi. » Donc c'est un double enjeu, cette notion de communication et de se faire connaître. Il y a un autre point, c'est que ça, c'est le début de la mission. Donc ça, pour nous, c'est clé. Mais après, et ça, c'est un petit challenge qu'on s'est donné aussi depuis plusieurs années maintenant, comment on continue à se faire connaître dans le temps. C'est une autre bonne practice que je voulais vous partager, de peut-être d'essayer de créer une culture de l'assistanat ou une culture de l'office management en interne. Vous allez avoir des enjeux, comme on créerait une culture cash pour un DAF, par exemple. Je me suis inspiré, on s'était inspiré il y a 2 ans de ce qu'on crée avec un DAF. La culture cash avec un DAF, c'est de dire, je vais ritualiser mes communications. Tous les mois, peut-être que je vais avoir un moment de communication auprès de l'équipe pour leur dire, voilà un peu les enjeux qui sont les miens en tant qu'office manager ou en tant qu'assistant. Voilà mes enjeux, voilà un peu sur quoi je bloque. C'est un peu le vie ma vie. Alors, c'est toujours intéressant parce que les équipes aiment bien savoir ce que les autres font. Et surtout, quand on est intégré et qu'on a joué le jeu de l'intégration avec le client, on est dans le même bateau, quoi. On a le même projet, on a le même regard porté sur la même direction. Et vu qu'on n'est pas forcément tout le temps avec eux parce que le modèle du part-time faisant, c'est pas mal de aussi leur expliquer, leur montrer, leur parler de ce qu'on fait. Et plus ils savent un peu quels sont nos enjeux, plus ils seront à même de nous aider au quotidien pour répondre à nos enjeux, parce qu'ils vous apprécient, parce que vous les aidez, parce que vous êtes utile. Et à l'inverse, on est assez étonné à chaque fois de voir comment les équipes veulent se rendre utiles à nous aussi et nous aider dans notre fonction. Si on est tout le temps en train de leur taper dessus parce qu'on n'arrive pas à choper les justifs ou que on est assez coercitif sur nos process parce que voilà, et qu'on leur explique pas un peu notre quotidien et notre vie ma vie quoi quelque part, on obtient moins facilement d'adhésion à nos process. Donc c'est aussi ça un petit truc que je voulais vous partager à tester. Je sais pas si ça peut faire sens selon toi Marc, mais cette idée de aussi leur expliquer un peu quelles sont vos problématiques et qu'est-ce qui vous prend du temps, qu'est-ce qui vous prend moins de temps, qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui est moins cool peut-être. Pour embarquer avec vous. Non, mais ça a un double avantage, c'est que ça permet d'embarquer les équipes, comme tu viens de l'expliquer. Ça permet aussi de revenir à la mission initiale qui a parfois un peu dérivé. On est tous confrontés à ça. C'est que souvent, entre l'intention, le bon de commande, la lettre de mission initiale et puis ce qui se passe, ça dérive parce que finalement, on est polyvalent, on est de bonne constitution, on prend les chantiers les uns après les autres et on se retrouve au bout d'un moment à faire soit plus de journées et d'heures, Ouais. ce qui est d'un côté ce qui est très bien, mais qui a besoin à un moment donné d'être recadré parce que sinon le client à un moment donné il va se dire écoutez je comprends pas, on avait convenu d'un truc et puis c'est pas ce qui se passe. Donc il faut faire très attention à ça et une façon de le faire intelligemment, je suis très agréablement surpris par ta proposition. C'est vraiment un truc auquel nous on pense peut-être pas suffisamment, c'est redonner un feedback et créer ce rythme dans la communication, faire un petit mail de synthèse ou le faire oralement. Je trouve que c'est une bonne idée, c'est une très bonne idée. Ok. Attends, tu vois, ça me fait une transition toute choisie. Donc là, il y avait le premier point de contact au début. Après, il y a comment je ritualise aussi ma communication auprès des équipes, auprès du commun, en tout cas, de l'ensemble. Et le point d'après, ça je vous le donne, hein, c'est une création interne, mais j'ai plaisir à vous en parler, ce qu'on appelle l'interface client. C'est qu'on s'est aussi posé la question de exactement ce que tu viens de dire.
comment on documente notre parcours à l'intérieur du client pour qu'il sache ce qu'on fait sans tomber dans le micro-management de l'enfer qui embête tout le monde. Et en même temps, pour aussi éviter les dérapages, parce que vous le savez aussi bien que moi, mais au quotidien, tout va très vite. Donc, lundi, on s'est mis d'accord sur des choses à faire. Et puis, 24 heures après, on a plein de questions, plein de demandes qui sont arrivées de plein de manières différentes. Donc, on est en train un peu de dénaturer la roadmap qu'on s'était fixée, mais de manière presque trop naturelle. Donc, on a créé des interfaces clients. Chaque client a un peu son espace dans lequel il vient... il peut aller en tout cas monitorer sa mission. Nous, dans l'interface client, les éléments qu'on documente, qui nous paraissent essentiels, et donc ça va rejoindre un peu ce que tu viens de dire, c'est quelles sont mes tâches récurrentes dans cette boîte, combien de temps elles me prennent et quand est-ce que je les fais. Ça permet de poser un socle. Voilà. Tu m'as appelé pour une mission dans laquelle, par exemple, il y avait la gestion, enfin l'orchestration de la paye avec les gestionnaires de paye, donc la communication d'un variable de paye à une date définie. Bon, la préparation des éléments du variable de paye me prenne un peu de temps. Et ça, c'est un truc, tous les mois, je sais que je ne peux pas y couper. Il faut que je travaille sur cette tâche. De fixer comme ça l'agenda récurrent, finalement, des tâches récurrentes, ça me permet de faire prendre conscience aux donneurs d'ordre, donc aux dirigeants ou à la dirigeante, de tout ce qui est répété. Et bizarrement, plus la mission avance, plus on a des blocs récurrents. Donc, ils viennent grignoter, finalement, la volumétrie de mission un peu initialement imaginée. Donc, posez ça dans un calendrier. Donc, là, vous avez des templates qui existent sur Internet, par exemple, Google Sheet, Excel, ce que vous voulez, pour baliser et dire, voilà, tous les 8 du mois, je fais la mise à jour du cash. Tous les 22 du mois, je combine les éléments de variable de paye, etc. Ça, c'est un premier élément. Ne serait-ce que pour vous, c'est toujours sympa aussi de savoir quelles sont ces tâches récurrentes pour préparer sa planification de travail, c'est important. Mais aussi de communiquer. Plus vous donnez de la conscience, je crois, à votre client de ce que vous faites, moins il sera justement dans ces discussions un peu difficiles et très embêtantes de mais tu fais pas ce que je t'avais demandé, ou alors tu fais moins que ce que j'imaginais. Voilà, toutes ces questions-là qui sont très très lourdes. Là au moins dire non, regarde, ça fait quand même 3 mois que je te répète que je passe la moitié de mon temps sur des tâches que je pourrais décommuniquer. Donc ne t'étonne pas si j'ai pas énormément de temps à t'accorder sur autre chose ce mois-ci. Bon. Donc, dans l'interface client, vous mettez ça. Et il y a aussi un autre enjeu, c'est peut-être de créer des petites roadmaps. Donc, quand je parle de roadmap, nous, on a en tête une visualisation Gantt. Donc, cette idée de telle tâche doit commencer à tel moment pour être terminée à tel moment. Donc, c'est combinatoire. L'outil qu'on utilise, nous, c'est Notion. Je ne sais pas si vous connaissez, mais nous, on l'utilise beaucoup. On adore cet outil. Ouais, on l'utilise aussi. Voilà, vous pouvez créer des espaces, des bundles par client dans Notion et leur ouvrir l'espace de manière dédiée. Et donc aussi, plus vous allez documenter votre roadmap, plus vous aussi, vous savez sur quoi vous allez bosser, et moins vous allez avoir d'enjeux d'explosion des temps ou ce truc-là de travail à l'urgence. Parce qu'une fois qu'on a communiqué là-dessus et qu'on est au clair là-dessus, donc nous, toutes les semaines, après, on fait un petit mail récap. Justement, on rappelle aux dirigeants et à la dirigeante le lien vers l'interface, et puis on remet en synthèse les 3 bullet points, un peu des trucs les plus importants. Mais l'enjeu de communication avec le client est essentiel. Pour aussi qu'il valorise votre travail. C'est pas que pour savoir ce que vous faites ou pas, c'est aussi qu'il valorise, parce que parfois ils ne se rendent même pas compte que derrière, je sais pas, la signature d'avenant ou la refonte d'un contrat de travail, etc., il y a énormément de travail. Donc, c'est aussi un enjeu de lui faire comprendre que on ne se tourne pas les pouces, quoi. Donc, et vous allez voir que dans Notion, et ça va être le sujet aussi qui est notre aujourd'hui, c'est l'automatisation. Dans Notion, il y a aussi énormément d'outils pour automatiser des tâches ou de la communication. Donc c'est pour ça qu'on vous le suggère à fond. Et puis, le dernier enjeu peut-être de cette interface client, c'est quand vous avez des échanges avec les dirigeants ou avec les équipes, de compiler des comptes rendus. Nous, on aime bien garder une trace d'audit, en tout cas d'avoir de l'écrit pour garder la mémoire, parce que vous savez aussi bien que moi que tout va très très vite, surtout quand on est office manager ou assistant dans 5 boîtes en même temps, on a quand même un cerveau qui a ses limites. Donc l'écrit est un peu notre aide-mémoire. Et donc moi, je peux que vous préconiser un outil qui s'appelle HubMeet, qui est un assistant automatique de prise de notes dans Google Meet, par exemple, si vous travaillez beaucoup en distanciel avec vos clients et vous utilisez Google Meet. Dès que vous allez avoir un petit call d'interaction avec l'équipe dirigeante ou même avec certains membres de l'équipe, vous branchez Meet à votre échange
et il vous fait le compte rendu en live, c'est boosté à l'IA. Ce qui fait que vous allez pouvoir documenter vraiment à l'écrit un peu toute la mémoire de tous vos échanges faits en visio. Et ça permet vraiment énormément de choses parce que derrière, vous avez aussi des tâches qui vont pouvoir s'automatiser grâce au compte rendu de réunion automatisé. Donc nous, c'est un peu le hack qu'on a trouvé. On passait beaucoup de temps à faire des comptes rendus, et ce qui fait que pendant la réunion, vous n'êtes pas forcément hyper attentif à ce qui se passe, parce qu'à la fois vous réfléchissez, vous répondez, et en même temps vous prenez des notes, ce qui peut être un peu beaucoup. Bon, bah, bienvenue en 2024. On a la chance d'avoir ce genre d'outil, et on l'utilise depuis peu. Donc, on vous conseille aussi de le systématiser. Et puis, au-delà de améliorer, optimiser, simplifier le travail pour vous-même, vous le savez aussi, c'est que si on veut qu'un client soit satisfait de nos services, il faut aussi qu'on lui apporte des choses structurantes pour lui-même, enfin pour son entreprise, quelque part. Et donc, je crois que c'est intéressant de se dire que on est, à notre manière aussi, des petits laboratoires. Si dans mon espace de travail personnel, dans mes méthodes de travail, je tente de temps en temps d'utiliser de nouveaux outils, je teste, par exemple, Meet pour prendre des notes automatiquement de mes visios, et que je vois que ça marche, je peux aussi après être du coup de bonnes recommandations auprès de mon client pour dire, bah, au fait, j'ai vu que tes comptes rendus, bah, tu n'avais pas de compte rendu en fait, que d'ailleurs c'était un problème parce que vous perdiez vachement d'informations. Est-ce que tu as déjà pensé à utiliser un outil de prise de notes automatique boosté à l'IA? Ah bah ça tombe bien, j'en connais un. Ce côté être pourvoyeur de bonnes idées valorise, vous valorise et valorise 3h18. Clair. Voilà, Clair. donc c'est aussi de bon ton que d'être un peu pionnier. Alors, sur ce genre comment dans la prolongation un peu de ce que tu dis, comment vous allez chercher en fait l'acquiescement du client sur une prestation, enfin on va dire comment vous allez chercher la satisfaction client. Est-ce que vous allez chercher, nous on fait des enquêtes, donc on a quelqu'un qui appelle au bout d'un mois, au bout de 6 mois, on va chercher un avis dans Google. Et donc, les équipes sur le terrain et puis nos équipes de gestion des opérations sont très, très sensibilisées à ça. On garde en mémoire tous les comptes rendus des entretiens et qualité qui se passent. Est-ce que vous faites quelque chose de similaire? Est-ce que vous avez d'autres bonnes idées pour aller vraiment formaliser le fait qu'un client est content? Parce que au-delà du fait que bah, c'est super sympa, c'est bien pour nous, c'est bien pour notre notoriété, etc. Bah, le jour où ça chauffe, où on change d'interlocuteur, c'est bien d'avoir quand même quelque part écrit que le client était content et donc ça permet de se défendre. Donc, comment vous gérez ça? Ouais. Non, c'est une question qui est hyper intéressante sur la satisfaction client. Elle est découpée. Et puis, en fait, dans ce que tu dis aussi après, il y a aussi une notion de passation potentielle si jamais il y a un chemin d'interlocuteur ou quoi. Donc, c'est deux enjeux différents. Mais pour répondre au premier, je crois que, enfin, en tout cas, ce qu'on a observé, nous, en 5 ans d'exercice et quasiment 400 clients accompagnés, on est 50 aujourd'hui salariés chez Smash, c'est un client est satisfait si on est là où on a dit qu'on serait. Et si on fait ce qu'on a dit qu'on ferait. Déjà, il y a un premier enjeu. Parce que généralement, on est appelé pour un brief initial. Déjà, il faut être sûr qu'on a bien compris ce qu'il y a dans la tête de la personne qui nous achète, quelque part. Nous, on parlera de mythe de la caverne, ou s'il y a un autre terme plus connu, c'est un peu c'est un peu l'état des lieux contradictoire entre ce que je pense de mon besoin et mon besoin réel. Mais globalement, déjà, on a gagné en satisfaction quand on s'assurait qu'on partait bien dans le bon sens, qu'on avait bien compris ce sur quoi on était attendu et que après on communiquait bien sur ce qu'on faisait. D'où tout mon propos liminaire sur la communication interne. Nos clients sont satisfaits parce que il n'y a pas de grande différence entre ce qu'on avait dit qu'on ferait et ce qu'on fait vraiment. Premier enjeu. De déjà s'accorder sur les choses. Et puis pour éviter les dérapages, si chaque mois, par exemple, on a un point de passage avec l'équipe dirigeante et qu'on refixe les objectifs intermédiaires au mois, et bah, en fait, à chaque fois, on est toujours dans les rails, quoi. Donc, on évite les effets de « Ah, bah, t'as bossé là-dessus, mais moi, je m'en foutais de bosser là-dessus. Moi, je voulais que tu bosses sur autre chose. » Bon, bah, en l'occurrence, si tu as fixé ta roadmap et tes points de passage en amont, bah, personne peut te dire à la fin, bah, t'as pas fait ce qu'on t'avait demandé. Bah non, j'ai suivi la trace
j'ai suivi le cap, en tout cas le parcours qu'on s'était fixé. Donc, si j'ai bien écrit le parcours, qu'on l'a fait valider et qu'après je le suis, vraiment, déjà, la satisfaction, vraiment, elle est très bonne. Donc, ça, c'est pour éviter qu'il y ait de l'insatisfaction. Premier enjeu. Et deuxième enjeu, c'est constater la satisfaction via les outils. Alors, nous, on fait tourner, j'imagine comme toi, un NPS, cette idée de 4 questions, 5 questions qui donnent une note. Donc, ça, on le fait a posteriori. On le fait premier mois de mission, puis après, au bout de 3 mois, puis après, tous les 3 mois. Voilà. Mais on estime que c'est suffisant. Et on a un outil pour ça, mais c'est notre outil cœur qui s'appelle Furious Squad. Et effectivement, après, il faut aussi se dire sur la satisfaction qu'on aura toujours des clients, certaines typologies de clients, certaines typologies qui sont toujours insatisfaits. Dans le NPS, ce qu'on appelle des détracteurs, les détracteurs, ils peuvent être détracteurs par essence, par nature. Ouais, ça, on en connaît aussi. On en connaît aussi. Voilà. Ça, ceux-là, ils seront difficiles à retourner. Mais bon, c'est tous les autres, on va dire, les très satisfaits, on les capte. Les insatisfaits, on ne peut rien y faire. Là, l'enjeu pour nous, c'est le ventre mou. C'est celui qui ne s'exprime pas, qui peut-être est satisfait, mais peut-être qu'il ne l'est pas tant que ça. Et c'est là où ça couve, en fait. Hein. Donc, nous, on s'est appliqué une démarche assez systématique. Mais bon, on n'est jamais complètement arrivé hein, sur ce sujet-là, même si ça fait vraiment partie de nos sujets de préoccupation. On a vraiment des équipes dédiées qui s'occupent de ça. Pourtant, c'est dans nos métiers de service, hein, c'est vraiment un sujet important. Ouais, je te dis, ce ventre mou, nous, en fait, plutôt que de lui poser la question à chaque fois de ce qu'il pense pas, on s'assure qu'on fait que pourquoi il nous achète, quoi, quelque part. Et là, finalement, après, si on constate la satisfaction, on constate qu'elle est bonne. Donc, c'est souvent ça qui est l'enjeu. Et puis surtout, parfois aussi d'avoir une tierce personne qui vient, tu vois, appeler le client. Nous, c'est notre fondateur en charge du business qui va venir appeler le client 3 minutes de manière complètement spontanée et aléatoire pour dire, tiens, au fait, salut Marc, est-ce que tu es toujours content de ce qu'on fait? Et donc, de sortir de l'équipe projet, parce que l'équipe projet, elle a de l'affect, et puis l'inverse, c'est vrai aussi. Donc, c'est plus difficile de dire à quelqu'un ce qu'on pense vraiment quand on commence à l'apprécier. Donc, on sort avec une tierce personne. C'est un peu notre solution aussi. Pour avoir vraiment une lecture plus, moins affectée, quoi, les choses. Mais après, sinon, comme toi, on a plein d'angles morts. Mais ça fait partie du jeu. Donc, la notion d'interface pour bien documenter son travail aussi, pouvoir planifier, parce que vous avez cette belle problématique qui est la nôtre, hein, c'est quand on a 4, 5, 6 clients en même temps. Ce qui peut être très dangereux, c'est que les 5-6 clients commencent à déraper en même temps et donc qu'on prenne après sur nos soirées, nos week-ends pour compenser. Donc ça, c'est quand même l'enfer. Donc plus, on va dire, je préconstruis mon plan de travail, moins j'ai de surprises normalement. Et après, il y a comment je défends mon territoire, mais ça, c'est encore un autre enjeu. Donc l'interface client, elle a quand même permis de border pas mal d'enjeux chez nous. Peut-être que ça peut être un enjeu aussi chez vous pour éviter que les clients vous demandent des trucs de sortie du chapeau et qui viennent casser votre réalisation du travail mensuel. Et puis voilà, donc ça c'était mes points sur comment bien travailler ensemble. Alors, ce qui est vrai pour le client et vous, ce qui sera vrai aussi pour si jamais on était embarqué avec vous sur une mission, comment on ferait pour travailler ensemble entre Smash et 18. C'est globalement la même philosophie, la communication, la transparence, de l'anticipation et se mettre d'accord sur quoi on s'attend. Il y a aussi un biais qui est commun, c'est d'avoir ses propres volontés parce qu'on se dit je connais bien mon métier, je sais sur quoi je dois aller, mais ce qui est vrai, ce qui est très vrai. Mais je peux être un Mozart dans mon métier, savoir ce qu'il faut faire. Si je touche une cible qui n'est pas celle qui est attendue par celui qui paye à la fin, globalement, en fait, je peux être complètement perçu comme étant pas la bonne personne ou pas avoir fait le bon job. On a eu le cas, hein, nous, des fois, on partait bien en tête sur des constructions complexes au niveau finances. Et puis, au bout de 2 mois de mission, on me disait, je ne comprends pas, vous n'avez pas du tout travaillé sur quoi on voulait que vous travailliez. Mais oui, mais en même temps, c'était pas ça qui était essentiel. Si vous travaillez sur un truc qui ne paraît pas essentiel, qui n'a pas été validé comme essentiel en tout cas, par votre donneur d'ordre, le danger, c'est que vous vous satisfaisiez vous-même, mais pas le donneur d'ordre. Donc ça, c'est aussi très touchy de faire vraiment vœu d'humilité et de se dire, le but, c'est pas de me satisfaire moi,
en tant qu'expert du métier, mais c'est de s'assurer que ce que je vais faire répond bien, en tout cas, à une attente du donneur d'ordre. Voilà. Ça, c'est aussi un enjeu et qui passe par la communication. Ça, c'était tout mon premier blog sur la partie comment bien travailler ensemble, finalement, et comment bien travailler avec un client. En tout cas, mieux encore, parce que je me dis que vous travaillez très bien avec les clients. Et puis après, il y a toute la partie automatisation, mais qui est un peu liée, parce que si déjà j'ai cet espace de travail de mon client, après, je peux, dedans, venir construire, automatiser pas mal de choses pour fluidifier la relation. Moi, je voulais surtout vous parler aujourd'hui d'un outil qu'on adore côté Smash Group, que ce soit en finance, en RH ou en juridique, c'est Zapier. Je ne sais pas si Marc, vous avez déjà eu un peu de. Ouais, ouais. Ouais. On l'utilise, mais plutôt pour nos besoins internes, pas trop chez les clients. Mais typiquement, oui, l'automatisation, la réconciliation de données rapidement hétérogènes et provenant de systèmes hétérogènes, je vois bien ce que Zapier apporte au quotidien. Mais nous, on ne l'utilise pas, mais c'est un très bon sujet de collaboration à nouveau. Quand on a des clients qui ont cette problématique, on fera appel à vous, ça c'est sûr. Bah, ouais, ça, je vous conseille d'aller regarder. Parce qu'en vrai, c'est un outil qui est magnifique parce qu'il est très simple. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore Zapier, mais bon, il y a des contenus, des milliers de contenus sur Internet, mais il faut dire que Zapier, c'est un moyen de créer une connexion entre une action, enfin un déclencheur et une autre action. Typiquement, un exemple. Je reçois les factures de mes fournisseurs par mail. Donc, classique, mon fournisseur, on va dire c'est Darty, j'en sais rien, il m'envoie une facture, elle est en PDF. Bon, on va oublier les factures où il faut se connecter à une interface, ce qui est très chiant. Mais bon, on va prendre le cas où la facture est envoyée en PDF. Donc, le trigger, donc le déclencheur, c'est je reçois un mail en provenance de telle adresse qui contient un PDF. Ça, c'est mon déclencheur. Et Zapier, on va dire, bah, si tu vois ça comme déclencheur, donc c'est un si, alors bah, tu vas me prendre le petit PDF et tu vas me ranger dans mon Google Drive ou dans ma Dropbox ou whatever le drive que vous utilisez chez votre client. Et tu vas me le ranger la pièce dans tel dossier, donc c'est pré-comptabilité, facture fournisseur, ou après votre arborescence à vous. Et puis en même temps, tu vas aussi me remplir telle colonne dans mon petit Google Sheet qui me sert à suivre mes factures non payées. Et donc ça, c'est fait en 8 minutes de temps sur Zapier. Vous n'avez rien à écrire en code parce qu'il connaît ses outils, il connaît Google Sheet, il connaît Google Drive, etc. Et il connaît votre boîte mail. Et donc, vous avez juste créé les connexions. En gros, c'est dire qu'est-ce que je veux que tu fasses, dans quel contexte. C'est ça Zapier. Et c'est ultra puissant parce que vous imaginez que du coup, il vous trie et il vous pré-match ou il vous pré-range 90% des flots de factures que vous recevez par email. Donc déjà, vous passez vachement moins de temps à faire ce suivi-là, quoi. Et ça, on peut l'imaginer sur des milliers de tâches différentes, Zapier. Donc, il y a d'autres équivalents à Zapier, si vous voulez jouer avec d'autres acteurs. Mais je vous invite à vous former là-dessus, parce que nous, c'est notre démarche depuis la création de Smash, mais parce qu'on a été aussi un peu à votre place. Moi, j'avais aussi le giron d'office management et de l'assistanat quand j'étais dans mes premiers rôles de DAF. Dès que je voyais une tâche que j'allais répéter au moins 3 fois dans le mois, bon, j'avais déjà cette culture de dire, bon, il faut l'automatiser. Donc, à vous aussi, vous dire, cette tâche-là, elle me saoule un peu, elle me prend du temps, même si elle ne prend pas beaucoup de temps, mais si elle ne prend pas beaucoup de temps, mais plein de fois, donc si je fais 10 fois le même truc dans le mois qui ne prend pas beaucoup de temps, ça fait beaucoup de temps. Donc se dire, cette tâche-là, ce mois-ci, je me mets 1 heure, 1 heure et demie, je vais essayer de l'automatiser une bonne fois pour toutes. Et comme ça, après, j'en parle plus, on passe à autre chose. Et plus vous allez automatiser les tâches, ce que je vais dire à faible valeur ajoutée quelque part, parce que bon, déplacer une pièce jointe dans un dossier, c'est pas forcément ultra sexy pour vous aussi. Plus vous allez vous dégager de temps pour aller chercher des tâches peut-être plus intéressantes pour vous. Peut-être que c'est aussi du temps pour vous former sur des nouveaux outils. Peut-être que c'est du temps pour vous former sur la RH. Peut-être que c'est du temps pour vous former sur du juridique, etc. Donc Zapier, il y a un champ des possibles qui est extraordinaire en termes d'automatisation et c'est pas des bouts de ficelle, ça tourne, c'est un outil qui est très très solide maintenant
et qui connaît vachement bien l'environnement technologique dans lequel vous évoluez. Donc ça peut être un premier truc. On a ChatGPT, bon ça, je crois que Marc en plus tu as fait une masterclass dédiée sur les outils de l'IA, donc je pense que vous connaissez tout ChatGPT, mais ce qui est marrant avec ChatGPT, c'est plus globalement, vous pouvez aussi, si vous poussez un peu le truc et que vous avez un peu de temps, commencer à créer des ChatGPT par client, parce que je sais pas, on vous pose toujours la même question, genre c'est quoi le process pour mes notes de frais? Bon. Plutôt que répondre à chaque fois, à chaque personne de l'orga, comment on marche pour ces notes de frais, vous pourrez très bien créer un petit robot. Pareil, il y a des tutos de fou hyper bien faits sur YouTube. Un petit robot avec ChatGPT connecté à Slack ou Teams de votre client, par exemple, et qui fasse faire, s'il reconnaît le mot process ou n'importe quel processus ou tous les dérivés du mot process, note de frais, il va automatiquement répondre à la personne avec la réponse que vous auriez vous formulée. Et petit à petit, vous pouvez faire apprendre comme ça des choses. Donc, vous savez qu'on vous pose la question chaque fois, c'est quoi le code du Wi-Fi chez votre client? Vous allez automatiser un petit robot qui répond tout seul à la question, c'est quoi le code du Wi-Fi? Bon. Et plus, en fait, on est en 2024, l'IA, c'est un sujet qui est très récent, mais qui va être révolutionnaire pour plein de raisons dans les prochaines années. Et je ne vous le cache pas qu'il va révolutionner aussi beaucoup nos métiers. Alors, moi, je crois toujours que c'est un facteur d'opportunité plus qu'un facteur de menace, mais quand même, si demain, il y a des robots qui font mieux notre travail que nous, on a un petit problème. Donc, à nous aussi d'embrasser ces robots-là et ces technologies-là pour nous aider à notre tâche dès maintenant. Donc, je pense qu'il y a un enjeu pour vous aussi, côté 3h18, au global comme pour nous, de ne pas rater ce wagon-là, puisqu'il demande de passer du temps, de se former, de se faire une culture. Mais si on rate ce virage, j'ai un peu peur qu'on se fasse bouffer par des machines. Donc ChatGPT. C'est clair que c'est. Et là, il y a la formation que chacun peut faire de son côté. Il y a les académies 3h18 sur le sujet. Donc, j'encourage vraiment tout le réseau 3h18 à venir se former. On a eu une masterclass sur le sujet. On aura une nouvelle masterclass sur ChatGPT et autres outils appliqués à la gestion administrative, donc avec des exemples très concrets. Donc, ce sont des sujets vraiment super importants. Voilà. Donc, il y a ça, c'est une idée comme ça de comment je peux créer des ChatGPT. On peut le voir comme un outil de recherche un peu global, mais on peut aussi créer des petits espaces dédiés pour chacun de nos clients. Donc, ça, c'est aussi un truc à regarder. Et dernier point sur la partie automatisation, parce qu'il y en a plein, on pourrait y passer 4 heures, même 4 jours, mais j'aimais bien et que je trouvais assez pratique. La notion d'agenda, peut-être que aussi dans vos fonctions en tant qu'OM ou en tant qu'assistant exécutif ou quoi, vous avez à même de préparer aussi un peu les agendas, en tout cas de fluidifier le parcours de travail des dirigeants. Si vous utilisez Notion, beaucoup, Notion a sorti son Notion Calendar il y a 3 semaines. Donc, c'est leur propre outil de calendrier. Donc, en fait, il va s'interfacer. Si vous avez par exemple un Google, il va venir s'interfacer avec votre Google. L'avantage de Notion Calendar, c'est qu'il rajoute des features qu'on n'avait pas forcément dans les autres types d'agenda. Et notamment la feature de connecter la page Notion qui va bien avec le meeting. Typiquement, vous savez que tel dirigeant il a un meeting avec son board dans 3 jours. Dans Notion Calendar, vous allez pouvoir lui épingler sur son invitation d'agenda tous les docs, toutes les pages Notion dont il aurait besoin, à la fois pour préparer, mais à la fois pour présenter après les bons éléments le jour J. Donc, à l'époque, on préparait les fiches, des petites fiches qu'on mettait au clair avant et qu'on communiquait pour qu'il y ait toutes les informations le jour J. Ça peut être pour un meeting, ça peut être pour un événement, etc. Là, dans le Notion Calendar, on peut lui faire ses fiches numériques, finalement, et en plus de ça, lui connecter avec la bonne base de données parce que on sait que le dirigeant utilise aussi Notion, par exemple. Et donc, plutôt que lui faire prendre ses notes ou lui faire des fiches sur un Word ou sur un truc externe. En fait, l'enjeu, je pense que vous l'avez compris, mais on a énormément d'outils. Plus ça va, plus on a d'outils. Moins ça va, moins il se parle. Donc, comment on fait pour rechanger la vapeur, transformer le flot dans l'autre sens et de passer une ère de la décentralisation, mais un peu à outrance, ou de la fragmentation à outrance, à une ère de la recentralisation
Je pense que c'est un enjeu énorme pour nos fonctions aussi de montrer qu'on joue le jeu de rétrécir les cercles. Et Notion Calendar ouvre pas mal de nouvelles fonctionnalités qui permettent justement d'éviter constamment d'aller encore vers un nouvel univers technologique ou de voir des ponts qui ne se font pas ou de devoir reprendre des notes à côté pour ensuite les intégrer dans des fiches ou dans des parties de Notion qui, elles, existent déjà. Donc, je vous invite à effectivement aller voir ce qui se passe du côté de Notion. Typiquement, si vous utilisez aussi, enfin, si vous aidez aussi vos dirigeants et dirigeantes à prévoir des rendez-vous, de trouver des temps disponibles dans leur agenda, Notion a aussi cette nouvelle fonctionnalité de pouvoir proposer des plages disponibles, un peu comme ferait un Calendly, mais en gratuit. Directement. Donc ça, c'est aussi hyper fluide. Donc je vous invite, il y a pas mal de vidéos qui viennent de sortir, il y a des tutos aussi de youtubeurs français qui prémâchent le travail de voilà ce qui fonctionne bien dans Notion Calendar aujourd'hui. Je vous invite à aller voir ce qui s'y passe. Et pour finir sur Notion, si jamais vraiment vous l'avez, et si vous ne l'avez pas encore, je vous le conseille vraiment, parce que pour documenter des process, c'est le meilleur outil aujourd'hui, en tout cas, par rapport qualité-prix. Il y a aussi l'IA dans Notion, et donc il y a aussi moyen maintenant de lui demander des choses. Comment tu ferais pour automatiser telle tâche que je fais tout le temps? Comment je fais pour que quand je mette une date de visite médicale sur la fiche Notion du collaborateur, ça renseigne correctement son agenda. Voilà. Et ça, maintenant, dans Notion lui-même, on peut questionner l'IA et qui trouve des moyens d'automatiser les choses. Donc ça, c'est aussi très fort. L'IA Notion et l'automation Notion, couplés ensemble, ça donne un truc assez fort. Donc, à regarder. Peut-être de près. Ouais. Et ça, Jean-Baptiste, j'ai une question. Bon, il y a quand même peu de gens qui sont. Il y a beaucoup d'utilisateurs, mais il y en a peu qui sont capables vraiment d'installer Notion, paramétrer correctement ou de faire en tous les cas le diag qui permet ensuite de paramétrer Notion correctement chez un client. En tout cas, dans les PME, il y a peu de fonctions support formées à ça. Comment vous faites quand il y a un besoin et quand le client est OK pour qu'on prenne un peu ce rôle d'orga / mise en place d'outils d'outils collaboratifs? Bah, nous on a cette thèse de laboratoire, celle dont je parlais tout à l'heure, c'est de dire que Smash Group, alors, on a une particularité par rapport à ton modèle, Marc, c'est que 100% de mon équipe est salariée, donc il y a une coopération interne qui est quand même particulière, je pense, qui est un peu différente de quand on est free. Mais en fait, en interne chez Smash, on essaie de pousser à fond les outils qu'on utilise. Donc, toutes mes équipes connaissent très bien Notion, de fait. Donc, si demain on a un client qui découvre l'outil via nous ou qui y pensait et qu'on doit l'installer, mes équipes savent. Enfin, on a une utilisation qui, je crois, se veut déjà d'un très bon niveau sur Notion. Donc, forcément, c'est plus facile après pour le setup. En revanche, si on parle d'un outil qu'on ne connaît pas très bien, là, il n'y a pas de secret. Hein. On va devoir se former, mais finalement, on se forme pour le compte de notre client. Parce que ce qu'il attend, lui, c'est qu'à la fin, l'outil fonctionne dans les bonnes conditions. Il y a plein d'outils qu'on a installés pour la première fois et on découvrait aussi les choses. Maintenant, on travaille très fortement avec l'équipe CSM du partenaire outil, par exemple. Donc, on va lui dire, écoute, toi comme nous, on a un enjeu fort. Si on se rate sur le setup, toi, tu dégages et nous aussi. Donc, en fait, et vu qu'on sait que cet outil-là, généralement, on va le réutiliser ailleurs, on prend ce temps de se former avec le partenaire. Et puis après, faut se former aussi avec les tutos qui existent sur Internet. Mais en revanche, on est aussi capable de dire, cet outil-là, on pense qu'il est bon pour vous. On a fait ce travail de détection et de benchmark. En revanche, on vous le dit direct, on ne l'a jamais utilisé. Donc après, si vous êtes OK là-dessus, on sera en chefferie de projet. Il faut savoir que les outils qui sont un peu sérieux, qui ont un peu de moyens et qui ne sont pas créés depuis 3 jours, ils ont des équipes de Customer Success Manager internes qui sont quand même normalement bien présentes. Donc, quand on ne connaît pas du tout l'outil, on met la pression sur l'outil lui-même. On s'assure qu'il aura les ressources pour nous accompagner. C'est pour ça qu'on prend des outils qui sont assez connus et pas des petits trucs qui viennent de sortir, je ne sais pas où. Oui. C'est ce qu'on fait aussi. C'est pour ça qu'on a des partenariats assez étroits avec
des Libéo, des Rigate, des Penny Ouais. Lane, des Lucas, des Silae, etc. Mais je dirais qu'il y a quand même un espace où là, il y a peu d'experts vraiment formés. Et même si chez nous, 3h18, on a des ateliers, là, on a eu un atelier sur Canva pour que tout le monde sache utiliser Ouais. Canva. On a eu un atelier sur différents sujets. C'est vrai qu'il y a, je pense, au niveau de Notion, quelques experts chez nous, mais ce n'est pas une formation généralisée. Donc, je trouve que c'est une bonne idée. On utilise déjà Notion, mais plus en interne que chez les clients. Je retiens l'idée. Mais en tout cas, quand le client est partant, c'est sûr que un office manager qui met en place Notion et qui structure les process, qui les automatise dans Notion, derrière, le niveau de satisfaction, il est multiplié par 3. Hein. C'est Bah évident. ouais. Et il y a des consultants Notion. Il y a toute une génération de Une gens qui sont communauté. formés à outrance, ouais. Ils sont formés sur outrance. Je pense que sur LinkedIn, tu as consultant Notion, t'en trouves. Des gens qui se vendent en tant qu'experts et qui le sont. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de m'abonner à ces gens-là sur LinkedIn. Ça peut être aussi d'ailleurs un truc pour vous tous, hein, d'aller voir qui se dit être consultant ou expert Notion sur LinkedIn en titre, de commencer à les suivre comme ça dans votre feed. Vous allez pouvoir aussi, parce qu'en fait, c'est trop marrant parce que ces gens-là, pour pouvoir légitimer leur position, euh, publient énormément de tips et d'idées. Dès qu'il y a une nouvelle feature, ils la testent, ils sortent un exemple. Parfois, ils mettent des livres blancs, parfois, ils donnent des templates pour montrer qu'ils sont quand même bien chauds. Bah, en fait, c'est autant de savoir ultra qualitatif que vous pouvez capter. Donc, moi, je suis abonné à 7-8 personnes sur LinkedIn qui en permanence postent des trucs. Sur Notion, j'apprends en permanence des choses moi-même. Voilà. Et je tag mes équipes, je leur dis tiens, allez voir ça, est-ce que vous avez pensé à faire ça chez les clients? Donc, c'est aussi un bon moyen de commencer à se former de manière un peu passive. Si vous passez un peu de temps sur LinkedIn, bah, un peu comme vous scrollerez sur Instagram, voilà, vous allez scroller, vous allez tomber sur du contenu. Donc, au fur et à mesure, votre cerveau voit des nouvelles possibilités, en tout cas, avec Notion. Et puis, si vraiment votre client, vous sentez que c'est un enjeu structurant, bah, c'est aussi l'occasion de dire, bah, prends quelqu'un de dédié. Je pense que faire vœu d'humilité en disant, bah, je sais que c'est un bon outil, j'utilise, mais je suis pas forcément un power user. Et donc, peut-être que là, pour ton enjeu interne, il faut un expert. Bah, c'est aussi notre rôle, quelque part, de pré-mâcher ce travail-là et dire, bah, tiens, d'ailleurs, si tu veux, je peux demander une tarification à 2 consultants Notion que j'ai identifiés. Je crois que Notion aussi a sa page communautaire sur qui sont nos experts, il me semble, à voir. Mais bon, derrière, j'ai le client et dire, bah voilà, si jamais on a plus de budget, on peut aussi s'amuser à aller chercher un consultant dédié pour au moins construire la maquette, Ah ouais, c'est par une bonne exemple. idée. Hein. C'est une bonne idée. Ça permet effectivement d'avoir des ressources disponibles. C'est une bonne idée. J'avais une autre question là qui nous est posée par Thomas. Comment aujourd'hui chez Smash on réagit quand on identifie un besoin? Est-ce que c'est un process? Est-ce que c'est organisé? Est-ce que c'est le DAF Smash qui est en place, qui fait l'analyse du besoin, ou est-ce qu'il passe la courte échelle à quelqu'un? Comment c'est géré ça? C'est vrai Quand que la c'est un vrai question, sujet pour nous aussi. quand nous identifions un besoin chez nos clients Ouais, de ouais, par exemple, ouais. euh, Non, non, un besoin DRH ou un besoin oui, ou un besoin 3h18. Comment c'est géré? Euh, comment le lead remonte? Comment il est qualifié? Qui le qualifie? Comment ça se passe en fait? ouais. Alors, la détection du besoin, elle est évidemment faite par ceux qui sont sur le terrain. Moi, je prends souvent l'image d'un bateau de course, un voilier. Sur un voilier, il y a une position que j'aime beaucoup qui s'appelle la position numéro 1, qui n'est pas très bien nommée parce qu'on a l'impression que c'est le capitaine, pas du tout. Le numéro 1 sur un bateau, c'est celui qui s'occupe essentiellement de la voile d'avant, donc à la voile qui est la première sur le plan d'eau, et donc il voit beaucoup de choses que les autres ne voient pas, le numéro 1. Et son rôle, c'est de gueuler plus fort que les autres et de dire ce qui se passe. Et après, il y a le skipper et le tacticien qui sont au niveau de la barre, qui eux prennent les mouvements de barre. Donc ça, c'est l'équipe dirigeante. Bon. Donc, évidemment que le besoin, il va être ressenti, reniflé par ceux qui sont sur le terrain. Donc, si jamais nous, on a un DAF installé, par exemple, et qu'il y a un besoin qui commence à poindre au niveau de l'assistanat, par exemple, c'est évidemment ces gens-là qui vont faire remonter le besoin chez nous. Et en fait, ils vont faire remonter le besoin jusqu'à où? Jusqu'à ce que nous, on appelle les superviseurs. Les superviseurs, c'est des seniors qui chapeautent les dossiers.
et qui ont une relation assez commerciale parfois avec le client. Donc, détection des besoins, elle est faite par ceux qui sont sur le terrain et qui va prendre la décision après d'achat. Il faut savoir qu'on a un rôle un peu particulier quand nos finance managers, quand nos CFO, quand nos HR managers, quand nos DRH ou quand nos juristes passer 3 mois de mission, donc passer le moment où on a créé la confiance, disent quelque chose au dirigeant ou à la dirigeante, souvent on est écouté. Donc si on dit à la dirigeante, en fait, là, il y a vraiment besoin de consolider ton OM, on va être écouté. Donc à la fois la détection du besoin se fait par l'équipe opérationnelle et l'évangélisation du besoin ou la conviction du besoin auprès du payeur final se fait par la même équipe. Voilà. Donc c'est ces gens-là qui vont, ils vous connaissent bien, et c'est ces gens-là qui vont dire à leurs clients, voilà, je pense qu'il faut que tu t'équipes ou pas. Mais on a une place particulière parce qu'on est reconnu comme la finance team ou comme la HR team de la boîte, donc on a une position assez forte, effectivement, quand on dit quelque chose. Après, à l'inverse, si vous posez la question côté 318, quand vous êtes en mission, si vous détectez un besoin parce que vous sentez qu'il y a une partie du périmètre qui n'est pas couvert, que la boîte a besoin de monter en puissance sur la partie HR, sur la partie juridique, par exemple, ou sur la partie financière, chez nous, ce sera Augustin, mais bon, du coup, ce sera surtout toi et Marc, je pense, au début. Tu connais bien Augustin, c'est Augustin chez nous qui est en charge du new business. Donc, ce sera lui le point de contact chez nous pour après voir si effectivement il y a un besoin et si on peut se coupler à vous pour que le client soit satisfait, quoi. Bah écoute, super. Moi, j'avais une autre question peut-être sur un peu plus général. Quels sont les triggers principaux qui font que les clients font appel à Smash? Ce serait quoi les deux besoins ou les deux pain points, les deux problèmes qui font qu'à un moment donné, quand vous passez par là, hop, c'est bon, vous signez? Ouais. On a, enfin, ce qui fait vraiment la différence, enfin, les freins en tout cas qui sont souvent communs dans les missions où on attaque, c'est ceux qu'on a listés sur notre site internet. Je vais reprendre texto parce qu'ils sont, on les a bien travaillés, mais en fait, nous, on dit souvent que vous avez du mal à prendre du recul sur votre activité. Ça, c'est souvent un point. C'est les dirigeants qui se rendent compte que ils peuvent plus voir vraiment ce qui se passe dans l'ensemble. Donc parce qu'il y a trop de flux, parce qu'il y a trop de parties prenantes. Et donc, de là où ils sont, ils n'arrivent plus à vraiment voir ce qui se passe dans la boîte. Ça, c'est un premier trigger. Le deuxième, c'est ils pilotent avec des outils qui sont toujours soit assez peu sécurisants, soit qui ont des délais trop importants. Quand vous recevez la comptabilité à J20 pour le mois qui vient de passer, c'est-à-dire que vous pilotez toujours avec 20 jours de retard. Du coup, ça ne marche pas dans tous les contextes, quoi. L'autre truc, c'est quand le dirigeant ou la dirigeante elle-même passe du temps sur ces sujets. Donc ça, c'est le premier point, généralement. Quand la personne dirigeante passe plus de 2 jours sur les sujets admin, finance, RH, juridique par mois, ça commence à la gonfler. Et puis surtout, ce temps-là, c'est un temps qui pourrait être tellement bien mis à dispo de créer du business qu'elle se dit, bon, j'ai plus envie de traiter ces sujets-là. Et après, l'autre truc aussi, c'est quand il y a des petites crises, quoi. Si vous voyez qu'il y a un turnover qui est important, que l'entreprise n'arrive pas à garder ses talents, ou que les gens arrivent en période d'essai et ils repartent très vite, ça aussi, les dirigeants lèvent un peu la main à ce moment-là en mode, bon, je crois qu'on a un problème. Donc, c'est souvent, on est sur des triggers qui sont, on est sur des signaux qui sont très similaires, voire même absolument identiques à ce 3h18. Vous êtes sur des cibles, si je ne me trompe pas, on est bien sur de la PME, 20 à 100 salariés, c'est ça? Ouais, nous on dit start-up, TPE, PME. Pour pas, mais oui, c'est bien ça. C'est des boîtes qui font entre 10 et 90 collaborateurs. Généralement. Bon. Je crois qu'il faut se dire que nous, on n'intervient pas à moins de 3 jours par mois. Donc, ce qui veut dire que la boîte, il faut qu'elle soit quand même capable de mettre un budget autour des 4 000 euros par mois sur une mission Smash. Donc, ça fait un tri aussi par le budget quelque part.
Ok, très bien. Super. Écoute, on n'a pas d'autres questions. C'est super clair. Je pense qu'on repart tous là avec plein de hacks et de bonnes idées, de trucs à mettre en place. Merci beaucoup, De rien. Jean-Baptiste. C'était super éclairant. Et Trop bien. puis, évidemment, on revient vers les équipes Smash dès qu'on a une opportunité. On a une belle histoire de collaboration là déjà depuis 2 ans, des clients communs où vraiment les choses se passent bien. Donc voilà, c'est important d'avoir des partenaires sur lesquels qu'on connaît, sur lesquels on peut compter. Donc c'est voilà, on continue comme ça en 2024. Avec plaisir, merci. Et retenez aussi que bah, la collaboration elle fonctionne très bien en fait quand on est tous les deux. Donc quand je dis tous les deux, c'est Smash 4h18. On se complète bien, on n'est pas sur le même territoire et à la fois on se fait grandir ensemble. Moi, ce que j'aime bien, c'est bon, les clients, c'est très bien, mais c'est aussi que comment mes équipes grandissent. Et c'est vrai que bah, à vos contacts, et l'inverse sera vrai, j'imagine aussi, d'avoir une équipe Smash embarquée avec vous peut être aussi un bon moyen de vous développer en termes de compétences, parce que vous allez pouvoir interagir avec un DAF, avec un juriste, et donc apprendre des choses, comprendre comment ils bossent. Donc, il faut aussi le voir comme un vrai outil de développement que d'embarquer du Smash sur vos missions pour vous-même, quelque part. Donc ça, c'est un point que je voulais aussi citer, que j'avais oublié précédemment. Super. Bah, écoute, un grand Merci. merci. Je rappelle que ce webinaire est accessible en replay. Vous aurez, comme à chaque fois, beaucoup de questions et vous les orientez vers Marlène ou vers moi ou vers Gwenaël Cherel. On se fera un plaisir de vous répondre, de vous orienter vers Smash si c'était nécessaire. Mais le mieux, là, c'est que vous me parliez de vos besoins, de ce que vous avez identifié. Et puis, voilà, on traitera Yes. rapidement la demande et le besoin. Merci JB, à Magnifique. bientôt. Ouais, bonne journée, à bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir.